Joël Gombin, bonsoir. Bonsoir. On vous reçoit ce soir à la Fondation Jean Jaurès pour la sortie de votre livre Le Front National va-t-elle diviser la France chez Erol. On a l'honneur de vous recevoir avant même la publication de l'ouvrage qui sort le 20 octobre. Vous êtes chercheur, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Vous travaillez depuis longtemps avec la Fondation Jean Jaurès. Donc vous publiez cet ouvrage qui est un ouvrage très didactique, je trouve avec un vrai effort de vulgarisation. En tout cas, je le trouve très, très accessible. Euh, il y a beaucoup de choses, il y a à la fois beaucoup de choses, et bien évidemment pour l'avenir et pour les échéances électorales à venir. Vous faites en gros, il y a quatre grands temps. Il y a une analyse historique, il y a une analyse de la situation actuelle et perspectives pour l'avenir, et puis vous aussi votre propre avis sur ce qui sur l'avenir. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser sur cet ouvrage, c'est vous parlez que dès l'origine du FN, ce parti, en tout cas leurs adhérents, se considèrent comme les parias de l'histoire et avec un rôle structurant de la guerre d'Algérie. Est-ce que vous pouvez développer ça? Oui, donc effectivement, le Front National est créé en 1972. Il est créé par une organisation qu'on peut qualifier de néofasciste, ordre nouveau. Et le projet politique est de rassembler tout ce qui existe à l'époque à l'extrême droite, c'est-à-dire au fond pas grand-chose, parce que l'extrême droite est en miettes. Elle est en miettes à la suite de deux traumatismes historiques. La Seconde Guerre mondiale, et l'extrême droite appartient pour l'essentiel au camp des Mhm. perdants de la Seconde Guerre mondiale. Et puis la guerre d'Algérie, et là encore, l'extrême droite appartient au camp des perdants de la guerre d'Algérie. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le Front National, et effectivement ce qui fait l'unité du Front National, au-delà de sa très grande diversité à l'époque, c'est le sentiment de compter parmi les perdants de l'histoire et d'être exclu du récit des vainqueurs. Il y a vraiment cette idée qui revient très régulièrement. Jean-Marie Le Pen le dit beaucoup, par exemple, dans ses interviews, que pour lui, l'histoire a été écrite par les vainqueurs de 1945, par les vainqueurs de 1962, et que lui et ses amis ne se reconnaissent pas dans cette histoire. Donc c'est avant tout ce sentiment, effectivement, d'être les réprouvés de l'histoire qui fait l'unité profonde du FN par-delà les Mhm. divergences idéologiques, et y compris sur des sujets importants, puisqu'on trouve certes des nostalgiques de Vichy parmi les fondateurs du Front National, mais on trouve aussi des résistants. Mais ce qui ensuite fera leur unité, c'est que tous, pendant la guerre d'Algérie, ont été pour l'Algérie française, ont perdu ce combat-là, et donc même ceux qui ont été du côté de la résistance se sont estimés trahis par le Mhm. général de Gaulle, et donc d'avoir été voilà, baladés par l'histoire. Vous dites que le Front National, après avoir vécu une espèce de traversée du désert, euh, les années 80 arrivent, on dit souvent que la montée du Front National est due notamment à des réformes institutionnelles, notamment voilà, la proportionnelle et à d'autres événements. Vous parlez des travaux de Pierre Martin qui parle d'un réalignement électoral en 1980. Je trouvais ça intéressant. Est-ce que vous pouvez développer un peu ce que vous essayez de montrer par là? Oui, alors effectivement, de nombreux politologues ont estimé que sur la période qui s'étend de 1981 à 1984, disons, on a assisté en France à un réalignement électoral. Alors qu'est-ce que c'est qu'un réalignement électoral? C'est lorsque on a une modification de la structure des alignements électoraux, c'est-à-dire de la manière dont différents groupes sociaux se comportent électoralement. Grosso modo, avant 1981, on a vraiment un alignement électoral qui est fondé sur l'opposition entre la droite et la gauche, Hmm. qui correspond à une opposition sociologique, grosso modo, entre d'un côté, pour la gauche, une classe ouvrière qui est alliée à des classes moyennes intellectuelles montantes, disons, en particulier autour du Parti socialiste, et puis en face, des classes moyennes plutôt descendantes, au capital plutôt économique, et des classes supérieures alliées au giscardisme et au gaullisme. Or, sur la période 1980-1984, dans la rupture induite par la victoire socialiste de 1981, qui va profondément modifier le fonctionnement de la vie politique française, va apparaître un espace pour le Front National. Pourquoi? Parce que toute une partie de la société, en particulier du côté
petits indépendants, disons de la petite et moyenne bourgeoisie, va se désaligner d'un vote qui était avant tout économique en faveur de la droite et va mettre au premier plan des enjeux qui comptent pour elle, des enjeux tels que l'immigration et l'insécurité, qui vont devenir des enjeux privilégiés pour le Front National. Donc on a effectivement l'émergence d'un nouvel alignement et donc de la possibilité d'une nouvelle offre électorale qui est celle du Front National. Et je crois qu'effectivement, sur la longue durée, ce phénomène-là est beaucoup plus important que les phénomènes conjoncturels qu'on a pu beaucoup souligner, le rôle de François Mitterrand, le petit coup de pouce donné à Jean-Marie Le Pen lorsqu'il lui permet d'accéder à l'ORTF, et même le rôle de la proportionnelle en 1986. Tout ça n'aurait pas pu avoir d'impact s'il n'y avait pas eu en profondeur ce réalignement. Mais c'est quoi? C'est quelque chose de mécanique, forcément, au moment où, en gros, ceux qui nous gouvernent, et en tout cas les élites dirigeantes, défendent un certain nombre de points. Est-ce que c'est un effet mécanique où forcément, entre guillemets, le peuple, les votants, ou une partie de ce peuple-là, se met en opposition et en réaction négative? Alors non, c'est pas mécanique. En fait, il y a deux choses un peu différentes. Il y a d'une part le réalignement que j'ai évoqué. Ce réalignement électoral, c'est une forme de tectonique des plaques. C'est des plaques profondes, des groupes sociaux en profondeur dans la société qui se réorganisent dans leur rapport à l'offre politique. Ça, c'est une première chose. Ça n'est pas mécanique. C'est plutôt vraiment de l'ordre de la tectonique des plaques. C'est-à-dire ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Et à un moment donné, ça bouge rapidement et on a une modification profonde, mais qui en fait était en préparation depuis longtemps. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques la logique de thermostatique de l'opinion publique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque l'offre politique, lorsque le gouvernement est à droite, l'opinion publique tend à se décaler à gauche. Et à l'inverse, lorsque le gouvernement est à gauche, l'opinion publique tend à se décaler à droite. Et très clairement, en 1981, face aux réformes d'ampleur mises en œuvre par le gouvernement de François Mitterrand, eh bien, on a toute une partie de l'opinion publique qui réagit en se droitisant et en refusant ces réformes, et en se droitisant aussi bien au plan du libéralisme économique, mais aussi au plan du libéralisme culturel, ce qu'on appelle le libéralisme culturel. Typiquement, par exemple, sur la question de la peine de mort, il y a eu une sorte de reflux important, c'est-à-dire que comme l'abolition de la peine de mort a été une réforme majeure, eh bien, en face de ça, il y a des gens qui ont dit il faut rétablir l'autorité, il faut rétablir la peine de mort, etc. Le sous-titre, ou en tout cas le bandeau de votre essai, c'est Va-t-elle diviser la France? Ça peut paraître paradoxal ma question, mais parce qu'on organise nous-mêmes là ce soir une rencontre justement sur votre bouquin et sur le Front National. On organise un certain nombre de rencontres tout au long de l'année au sein de l'Observatoire des radicalités politiques sur la question spécifique du Front National. Est-ce qu'on parle trop du FN? Est-ce qu'on est obnubilé par elle? Et vous dites une phrase, je crois, c'est à un moment donné, il va falloir faire retomber la pression. Ouais, c'est une difficile question et je suis effectivement d'autant plus mal placé pour y répondre que je sors un livre sur le Front National. Je pense que la question n'est pas tant de savoir si on en parle trop ou pas assez. La question, c'est plutôt de savoir aussi comment on en parle. Et ce qui me semble certain, c'est que si on en parle beaucoup, c'est parce qu'il y a un rapport extrêmement passionnel et passionné au Front National et qu'il est extrêmement difficile d'avoir une conversation calme sur cette question-là aujourd'hui en France, passionnés de tous côtés d'ailleurs, qu'il s'agisse de ceux qui se définissent plutôt comme des opposants au Front National ou de ceux qui se définissent plutôt comme des sympathisants du Front National. On est vraiment dans une forme de très grande tension. Et donc moi, mon souhait, c'est pas nécessairement qu'on en parle moins, c'est plutôt qu'on puisse en parler, je dirais, de manière dépassionnée, de manière un tant soit peu rationnel, sans considérer d'ailleurs que quelqu'un qui est de l'autre côté de la barrière est nécessairement quelqu'un qui est exclu de l'espèce humaine. Voilà, on a sans doute des choses en commun. Ça n'empêche qu'on puisse mener une bataille politique tout à fait vigoureuse. Mais je pense que tant qu'on restera dans une forme d'irrationalité extrêmement chargée en affect, la question ne sera pas tant de savoir si on en parle beaucoup ou pas, que ça... Dans tous les cas, ça ne fera pas beaucoup avancer le débat. Ah, c'est ça, vous dites, c'est un ennemi bien utile. Pour terminer là-dessus, en gros, cette phrase et même votre conclusion qui vous dites, j'espère que ce livre permettra à son échelle à quelques-uns d'échapper en fait à une paresse intellectuelle et politique. C'est un appel là pour les prochaines échéances.
Oui, vous l'avez bien repéré. Je crois qu'effectivement, c'est un mécanisme assez classique au demeurant. Plus on dépeint son adversaire de manière négative et plus on peut en retour se valoriser. Et je crois que c'est effectivement un mécanisme fondamental de ces rapports très passionnels au Front National qui prévalent aujourd'hui. C'est que c'est aussi un moyen de se rassurer sur sa propre valeur, sur sa propre vertu. Et en particulier à un moment donné où, je crois sans conteste, l'identité de gauche est en crise. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, quelles sont les valeurs, comment vivre son engagement de gauche aujourd'hui. Eh bien, définir en creux le Front National comme son adversaire prioritaire, comme l'ont dit Manuel Valls, comme l'ont dit Jean-Christophe Combadalis, etc., ça permet de ne pas avoir à s'interroger aussi directement sur qu'est-ce qu'on défend et qui on est. Bon, en tout cas, c'est une lecture à la fois utile, on l'a dit très didactique, et donc qui sera voilà, un outil précieux voilà, pour les débats qui vont arriver là, dans cette campagne électorale qui a déjà commencé. Voilà, le Front National va-t-il diviser la France? Donc c'est le nouveau livre de Joël Gombin chez Erol. Voilà, un outil indispensable pour les débats et les échanges à venir. Merci beaucoup. Merci.